Je pense que je suis suffisamment clair quand je dis que les populations congolaises que nous organisons, c'est elles qui vont porter le coup fatal à ce système, appuyées par nos forces qui travaillent avec nous. Et je vous ai encore dit, nous construisons sur le territoire les conditions pour que cela se réalise. En tout cas, nous travaillons pour. Parce que n'importe où au Congo, où que vous alliez, vous voyez des gens sont prêts à cette révolution. Alors, vous savez, Monsieur Lodi, vous savez également que il y a souvent un proverbe qui dit le tigre ne proclame jamais sa tigritude. Et d'aucuns vous diront, mais alors, s'ils sont en train d'organiser une insurrection populaire, pourquoi ils en parlent tous les temps à la télé? Pourquoi ils tentent déjà, comme qui dirait, ils tendent déjà la perche à l'adversaire, sinon à l'ennemi? Pourquoi ne s'organiserait-il pas discrètement et puis bon voilà le jour est arrivé et puis hop tout le monde constate voilà l'événement et puis c'est parti. Pourquoi est-ce que vous en parlez dans les médias? Pourquoi? Monsieur Christian Une Perrin, stratégie déjà dévoilée au public, vous pensez que cela peut marcher? Monsieur Christian Perrin, comment voulez-vous mobiliser, comment voulez-vous provoquer l'adhésion des personnes à votre stratégie si vous ne communiquez pas? Donnez-moi, peut-être, vous connaissez une recette. Euh, Oui, mais une communication, comme qui dirait sous-marine, peut marcher, la, c'est-à-dire la, euh, la communication sous-marine, c'est pour cela que nous avons effectivement adopté aussi une communication iceberg. Nous communiquons sur des éléments qui peuvent être su, connus. C'est la partie émergée. Et nous ne communiquerons jamais sur la partie émergée. Donc ce que nous disons, c'est pour informer nos concitoyens qu'il y a une force qui s'organise pour désintégrer ce système. bienvenue dans ce tout autre numéro Le droit de savoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite à liker, à partager cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. C'est ainsi que vous allez contribuer au succès de votre média libre et indépendant, Télar TV. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télar TV, je suis Christian Perrin. Avec moi sur ce plateau, Monsieur David Londi, secrétaire général du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Monsieur Londi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Christian Perrin et merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Merci de votre disponibilité pour cette interview. Alors, Monsieur David Londi, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes secrétaire général du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Est-ce un mouvement politique, un club de réflexion ou un parti politique? C'est quoi exactement le Congrès pour la Renaissance du Congo? Le Congrès pour la Renaissance du Congo CRC, c'est une plateforme qui regroupe tous les Congolais désireux de chasser le système dictatorial qui sévit au Congo depuis plus de 25 ans. Alors, lorsque vous dites que le CRC rassemble tous les Congolais désireux de voir un changement radical au Congo-Brazzaville, à qui faites-vous allusion? Aux chefs des partis, chefs des associations, les responsables de la société civile ou du peuple souverain, de tous les Congolais? C'est cela ce que j'ai semblé comprendre. Je fais exactement allusion à tous les Congolais, au souverain primaire qui est le peuple. Donc tous les Congolais qui se reconnaissent comme Congolais, qui habitent ce territoire, qu'ils soient de la partie septentrionale, centrale ou méridionale, peuvent se reconnaître dans le CRC. Ou alors, si j'ai bien compris,
tous les Congolais, sans exception aucune. Donc j'entends là soldats, enseignants, médecins, présidents des partis, présidents des associations, Congolais, comme vous avez dit, le souverain primaire. Ben alors, quel est donc l'objectif principal de votre organisation politique, le CRC? C'est quoi l'objectif principal? L'objectif principal du CRC, c'est de créer les conditions d'une insurrection populaire, que nous appelons la révolution du fleuve. Ce symbole qui part de la partie septentrionale jusqu'à la partie méridionale. Donc, tous ceux qui se reconnaissent comme Congolais, tous ceux qui ont une carte d'identité congolaise peuvent adhérer, et je dirais même doivent adhérer au CRC. Alors, l'objectif principal, vous avez dit, je répète, c'est vous qui le dites, c'est d'organiser les Congolais et les conduire à une insurrection populaire pour chasser le régime de Brazzaville. C'est ce que vous avez dit, incarné par Denis Sassou Nguesso. Mais lorsque vous parlez de l'insurrection populaire, qu'est-ce qui peut expliquer cette démarche? Pourquoi c'est radicalisé carrément au point de ne penser qu'à une insurrection populaire pendant que les autres parlent de dialogue? Et il y a certains opposants qui appellent au dialogue, qui appellent à l'apaisement, qui participent d'ailleurs, qui prennent part aux élections. Et vous allez, vous pensez directement à une insurrection populaire. Quand le peuple n'a plus d'espace d'expression, quand sa liberté d'expression a été interdite, quand sa liberté de choix est dévoyée, quand les forces censées de le protéger se trouvent être à la solde, je ne parle pas de tous les militaires, je ne parle pas de tous les policiers, mais de certains qui sont là pour assurer la pérennisation du système. Dans ces conditions, quand tous les droits sont bafoués, il est nécessaire que les citoyens s'expriment par d'autres moyens. Le seul moyen qui leur reste dans ces conditions, c'est l'insurrection populaire. Monsieur Christian Perrin, l'essentiel des changements dans ce pays sont arrivés non par des élections, non par des, quand je parle de changement radical, non par des dialogues, mais par des insurrections en 63 et en 91. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, répéter la conférence nationale, puisque vous faites état d'ailleurs de 91, c'est bien la conférence nationale souveraine, pourquoi ne pas, par exemple, repliquer cela? La conférence nationale, si vous vous souvenez, avait été précédée par des mouvements sociaux qui ont créé les conditions d'une conférence nationale. Ce n'était ni la volonté du gouvernement, ni la volonté de Sassou Nguesso. Placé devant le fait accompli, les masses sociales se sont levées. Monsieur Sassou Nguesso a été obligé de convoquer la conférence nationale. Dans ce pays, les changements majeurs, comme je l'ai dit, ne peuvent venir que des populations. En tout cas, son histoire le montre. Alors, puisque les changements ne peuvent venir que des populations, vous avez parlé du souverain primaire, et donc vous êtes pour une insurrection populaire, avez-vous dit, dégager carrément le système politique actuel au Congo-Brazzaville, donc incarné par Denis Sassou Nguesso. Mais est-ce que ce n'est pas là toujours une manière de vouloir envoyer les enfants des autres à la fournaise, non? Merci de me poser cette question. Ça fait partie des éléments de langage que le pouvoir propage, diffuse. Je tiens à vous rappeler, je vais vous donner l'occasion de préciser. 90% des forces du CRC sont sur le territoire et 10% à l'extérieur. Et donc, toutes les stratégies sont coproduites et copilotées par la partie qui est sur le territoire et celle qui est à l'extérieur.
Donc, s'il y a quand la révolution du fleuve va arriver, tous les membres du CRC prendront part à cette révolution, qu'ils soient à l'étranger ou à l'intérieur. Alors, vous êtes en train de nous dire que le CRC est aussi installé au Congo-Brazzaville, c'est cela? Monsieur Christian Perrin, je crois qu'il faut qu'on analyse, une révolution ne se fait pas à plus de 6000 kilomètres. Quand vous analysez tous les mouvements qui sont créés à l'extérieur, hein, je parle au sein de la diaspora, je crois que l'une des erreurs majeures, c'est de n'avoir pas pris en compte cette dimension, surtout actuellement. Au début des années, peut-être 2000, milieu 90, ça pouvait se comprendre. Mais maintenant, nous avons des outils qui nous permettent de pouvoir avoir des réunions, des échanges, construire des stratégies avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres. Donc, toutes ces énergies s'unissent effectivement pour construire cette dynamique révolutionnaire. Alors, puisque vous insistez sur l'insurrection populaire, nous avons vu ce qui s'est passé dernièrement au Burkina Faso et avant cela au Mali, comment la population avait pris donc la rue. Et cela a mis beaucoup de temps. Au Mali, par exemple, les populations sont restées dans la rue pendant pratiquement plus de 3 mois ou 4 mois. Et finalement, il a fallu les hommes en uniforme pour parachever cette lutte. Au Burkina Faso, lorsqu'on nous a parlé le tout dernier coup d'État, hein, il faut nommer les choses, on a bien constaté que le premier jour, les choses ont semblé se compliquer. Et c'est bien après que la population est descendue dans la rue que finalement, cela a décanté la situation pour finalement garantir, hein, comme qui dirait, le succès de ce coup de force. Est-ce pour dire que dans le cas, par exemple, du CRC, puisque vous voulez rassembler les Congolais, les organiser pour une insurrection populaire, mais à côté de cela, est-ce pour dire qu'un coup de force est aussi envisageable si jamais la population n'arrivait pas, par exemple, aller jusqu'au bout de sa lutte, le jour où elle va descendre dans la rue. Parce que nous connaissons ce que sont ces régimes totalitaires. Le CRC a une stratégie qui est basée sur, je comprends ce que vous voulez dire, effectivement, toutes ces révolutions, que ce soit celle du Burkina, celle de la Tunisie, celle du Soudan, nous ont inspirés dans la construction de notre stratégie. Nous tenons compte, et puis nous avons aussi analysé les forces et faiblesses de ces révolutions. Le CRC a été fondé en 2019. Et depuis 2019, nous travaillons pour construire une stratégie globale, une stratégie opérationnelle et une planification des actions à mener. Donc, la stratégie globale, elle se base, comme vous l'avez dit, sur deux pieds. Elle marche sur deux pieds. Il y a le pied civil, hein, comme vous avez dit, les populations qui manifestent. Il y a le pied force, vous l'avez dit aussi, nos compatriotes qui sont dans l'armée, dans la police, doivent accompagner ce mouvement. C'est le deuxième pied aussi que nous organisons. Donc, les deux pieds marchent ensemble. Parce que ce que nous observons dans ce qui se passe actuellement dans les pays dont vous avez parlé, prenons le Mali. Si c'était les militaires qui étaient venus directement renverser le pouvoir, on aurait parlé d'un coup d'État et ils auraient été fragilisés. Mais comme tout le monde a observé que les populations étaient déjà dans la rue, comme vous l'avez dit, 2 ou 3 mois avant, les militaires, donc le pied force, est venu renforcer. Parce que
dans ces régimes-là, ce n'est pas tous les militaires, ce n'est pas tous les policiers qui sont avec le système. Il y a des patriotes aussi au sein de ces forces publiques. Donc, le CRC ne peut pas faire abstraction de cette situation qui est une situation réelle où nos amis qui sont dans les forces publiques peuvent aussi apporter leur concours pour la réalisation de la révolution du fleuve. Et nous travaillons sur ces deux axes depuis 2019. Au niveau du Mali, on a vu que la population est unie. Hein. Au Burkina Faso également, c'est toute la population pratiquement qui est sortie. C'est-à-dire, je parle de Ouagadougou, pour ne pas exagérer. On a vu comment la population est sortie dans la rue. Au Congo, ce n'est un secret pour personne. C'est une population divisée. Comment entendez-vous réussir un tel événement, une insurrection populaire, dans un pays fortement divisé? Monsieur Christian Perrin, quand vous allez à Ouesso, vous voyez nos compatriotes éprouvent les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que ceux qui sont à Madia ou à Kinkala. Et quand vous êtes malade, vous allez dans des hôpitaux, il n'y a pas une entrée pour ceux de la partie septentrionale et une entrée pour ceux de la partie méridionale. Tout le monde passe par la même porte pour bénéficier des mêmes soins. Or, ces soins, ces hôpitaux, sont dans un état de délabrement qui fait que tous les citoyens congolais souffrent de cet état de choses. Donc, ces divisions artificielles, monsieur Christian Perrin, qui sont instrumentalisées par les hommes politiques. Parce que dans une dictature a besoin d'un minimum de base sociale pour exister. Ces divisions-là, et je peux vous le dire, puisque nous sommes présents dans les 12 départements, ces divisions sont superficielles. En tout cas, en ce qui concerne le CRC, nous travaillons dans les 12 départements et nous voyons des populations unies qui souffrent des mêmes maux. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous êtes en train d'organiser la population congolaise autour d'un même intérêt, c'est-à-dire des mêmes problèmes, puisque c'est une population qui vit les mêmes crises, j'allais dire, politiques, économiques, sociales, pourquoi pas. Alors, mais ici, lorsque vous dites que vous avez une bonne partie, c'est-à-dire des membres du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC au Congo-Brazzaville, nous savons également que la bonne partie, la grande partie, c'est-à-dire l'instance dirigeante du CRC est à l'extérieur. Il y en a qui sont aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, au Royaume-Uni, que sais-je encore. Et très souvent, lorsque vous lancez ce genre d'appel, il y a une question, une réaction, j'allais dire, récurrente, qui consiste à dire pourquoi ne descendrez-vous pas à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, pour aller mener la lutte sur place? D'aucuns diront que la lutte se mène sur le terrain. Monsieur Christian Perrin, d'ailleurs, je tiens à rectifier, comme j'ai dit, 10% des militants du CRC sont à l'extérieur, 90% à l'intérieur. Et parmi ceux qui sont à l'intérieur, il y a des responsables. Il y a des responsables qui travaillent avec nous, comme j'ai dit au départ. Nous coproduisons et copilotons les stratégies. Maintenant, pour répondre directement à votre question, monsieur Christian Perrin, nous avons vu des leaders politiques qui ont pris leurs responsabilités, qui étaient sur le territoire et qui actuellement se retrouvent en prison. Nous sommes conscients qu'on a une plus grande liberté d'action quand on est à l'extérieur pour organiser les populations, plutôt que d'être entre quatre murs. Et il faut se rappeler, dans les grands mouvements de libération, d'ailleurs, je crois que les Congolais se rappellent du MPLA, il n'était pas en Angola, là, le bureau politique
c'était basé à Brazzaville. Tout le monde se rappelle. Il y avait des émissions à la voix de la Révolution à l'époque qui étaient consacrées au MPLA. Donc, on a une plus grande marge d'action sur le plan politique, sur le plan diplomatique, quand on est à l'extérieur. Parce que le général Mokoko, qui est injustement emprisonné, M. Okombi Salissa aussi, se retrouve dans une situation où leur action est limitée par l'état dans lequel ils se trouvent. Donc voilà, nous, ce que nous disons, cette révolution, nous la mènerons sur le terrain, mais toute la conception, et comme j'ai dit, et même en partie, puisque je vous ai dit qu'il y a des outils pour faire des réunions ensemble. Donc il y a une partie sur le territoire, une autre à l'extérieur, qui travaille, mais elle se mènera cette révolution-là d'une façon concertée, d'ailleurs, je dirais en symbiose, forme de symbiose, avec toutes les forces qui sont au sein du CRC. Le CRC, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, qui a une bonne partie, vous avez dit 90% des membres du CRC seraient au Congo-Brazzaville et que vous allez mener votre lutte, votre insurrection à son succès. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Mais je voulais un peu savoir avec vous, Monsieur Londi, pourquoi avoir donc choisi cette solution, je dirais d'emblée radicale, euh, alors que en politique, certains observateurs diront que c'est le domaine par excellence de compromis. Pourquoi ne pensez-vous pas, par exemple, comme les autres opposants qui appellent au dialogue, voilà, ou ceux qui prennent part, par exemple, aux élections? Pourquoi ne prenez-vous pas part aux élections? Pourquoi n'appelez-vous pas ou ne vous joignez-vous pas aux autres pour un dialogue, pour appeler à un dialogue national inclusif, comme ils le disent? Le dialogue, c'est la forme la plus aboutie, effectivement, dans une démocratie. Mais ce qu'il faut savoir, que nos compatriotes qui sont donc partisans de ce dialogue, de ces dialogues, les ont eus, ont été servis par le système. Je crois qu'il y a eu 6 ou 7, je crois, de dialogues dans le pays. Et la situation n'a pas évolué d'un iota. Nous sommes toujours dans la même situation, dans le même type de répression. Donc, et j'en profite d'ailleurs pour dérouler, en partie pour dérouler la stratégie globale du CRC. Donc, le CRC n'est pas pour les élections. Parce que, comme je vous ai expliqué, depuis plus de 25 ans, il y a eu des élections. Les dernières qu'on a vues, on a constaté la triche à très haute échelle. Donc, pour dire tout simplement qu'un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Deuxièmement, le CRC n'est pas évidemment pour les dialogues. Parce que tout ceci, les élections comme les dialogues, sont soumis à ce qu'on appelle un rapport de force. Au rapport de force. Le plus fort finit toujours par l'emporter. Et je peux vous donner un exemple, un lion n'ira pas négocier plutôt avec les biches. Donc, c'est ça actuellement, la situation dans laquelle, c'est celle-là, la situation dans laquelle nous sommes au Congo. Le dialogue, quand il s'agit des droits fondamentaux, n'est pas un outil efficace. Quand les droits fondamentaux, c'est-à-dire liberté d'expression plutôt, liberté de choix, liberté de croyance, quand ces droits-là, et ils sont pas négociables, ces droits. On ne peut pas, parce que c'est la base de la démocratie. Quand on permet à quelqu'un de choisir, on lui donne la liberté de jouer. Quand on donne aux populations le droit de choisir, on leur donne effectivement la possibilité de mettre au pouvoir des gens qui correspondent à leurs aspirations. Or,
il y va de la même chose quand on dit la liberté d'expression. Quand cette liberté est bâillonnée, les populations ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas donc porter leurs doléances aux dirigeants. Donc c'est une liberté fondamentale. Et quand le rapport de force, aussi longtemps que le rapport de force est en faveur du système, il est impossible pour le CRC d'avoir un quelconque dialogue avec le pouvoir, avec le système. Alors, monsieur David Longhi, je sais que cela fait pratiquement 25 ans, sinon plus, depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les arts, par un coup d'État d'ailleurs, qui a fait plus de 10%, qui a coûté la vie à plus de 10% de la population congolaise. On parle de plus de 400 000 morts. Alors donc, depuis 25 ans, disais-je, il y a ce qu'on appellerait une confiscation de l'alternance politique au Congo-Brazzaville. Alors, plusieurs tentatives ont été menées pour mettre terme à ce régime, mais ça a toujours échoué. Quand je parle de tentatives, hein, je parle un peu de l'organisation des élections, les dialogues que vous venez de citer, et abandonner, ou peut-être maintenant, on le constate qu'il y a comme une résignation de la population. Vous venez alors, vous parlez de l'insurrection populaire. Qu'est-ce qui peut garantir le succès de cette entreprise que vous voulez mener, de cette cause que vous êtes en train de défendre? Question, bien sûr, peut-être de garantir aussi hein, l'adhésion du peuple congolais à la cause que vous êtes en train de défendre ou, disons, la forme de révolution que vous voulez mener au niveau du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut rassurer le peuple congolais quand on sait, quand on tient compte bien sûr de tous les échecs qu'il y a eu pendant les 25 ans que Denis Sassou Nguesso est là? Monsieur Christian Perrin, bien sûr. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas trop, trop affirmer que les populations sont résignées et les populations ont peur. Une dictature, quand elle arrive, elle met en place des éléments essentiels. C'est-à-dire, l'objectif, c'est déjà d'atomiser les populations. C'est-à-dire de faire de telle sorte que vous, Monsieur Christian Perrin, ayez peur de votre frère, de votre cousin, de votre ami. Et cette peur vous empêche de vous organiser, de vous structurer. Et donc ça, c'est le premier élément, atomiser les populations. C'est pas que ces populations ne sont pas décidées à se libérer, mais parce que l'espace d'organisation est réduit par ce que je vous ai expliqué, par une suspicion permanente des uns contre les autres. Ça, donc, c'est l'atomisation. Deuxièmement, le système met en place, s'empare de toutes les institutions, la dictature, hein, de toutes les institutions qui sont dévoyées. On peut les citer, l'armée, la police, ou on peut dire les forces publiques, la justice. On voit exactement comment ça marche au Congo. C'est même pas une justice. Et Et les syndicats aussi. le syndicalisme. On voit aussi comment ça marche au Congo. Tous ces syndicats ont à leur tête des individus corrompus qui matent les grèves. Donc les populations n'ont pas un espace d'expression. Les populations ne peuvent pas s'exprimer. Un, parce qu'elles sont atomisées. Deux, parce qu'il n'y a aucune institution qui, qui ait gardé ses fonctions premières dans une république. Aucune des institutions. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est la révolte. Et pour arriver à la révolte, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut tout simplement les désatomiser, c'est-à-dire faire les organiser, faire de telle sorte qu'elles n'aient plus peur. Les citoyens congolais, pris un par un, ont cette volonté de chasser le système. Ils l'expriment parfois dans les réseaux sociaux. Vous le voyez bien. Vous, vous les lisez parfois, M. Christian Perrin. Donc, c'est tout simplement les organiser pour pouvoir les mobiliser vers l'objectif de l'insurrection populaire ou de la révolution du fleuve. Donc, on revient finalement sur votre objectif principal, c'est l'insurrection populaire et vous êtes en train d'organiser, vous l'avez dit, on ne soulève pas un peuple qui n'a pas été organisé et donc je comprends, vous êtes en train de préparer le terrain et vous êtes en train donc d'organiser le peuple congolais pour arriver bien entendu au succès de cette insurrection populaire. Mais monsieur, David Londi, je ne sais pas si vous avez pris connaissance ou lu un article qu'avait publié un journal, un quotidien congolais, Le Troubadour, un article qui a pointé du doigt le CRC, comme quoi vous étiez en train de préparer un coup de force. Bon, pour utiliser les termes de cet article, hein, vous étiez en train de préparer un coup d'État. Qu'en était-il exactement? Oui, M. Perrin, bon, j'ai lu cet article. Il faut laisser les uns et les autres dans leurs élucubrations. L'article, je l'ai lu. Nous l'avons lu au CRC. Mais en fait, c'est parce que dans leur façon de penser, dans leur façon de raisonner, il n'y a qu'une solution. C'est le coup d'État. Hein, pour eux, tout changement doit passer par le coup d'État. Non, M. Christian Perrin, je pense que je suis suffisamment clair quand je dis que les populations congolaises que nous organisons, c'est elles qui vont porter le coup fatal à ce système, appuyées par nos forces qui travaillent avec nous. Et je vous ai encore dit, nous construisons sur le territoire les conditions pour que cela se réalise. Ce n'est pas des militaires qui viendront faire un coup d'État comme eux ils attendent. De toutes les façons, ils se sont équipés. Je crois que l'essentiel de leur budget, c'est d'acheter les armes. L'essentiel de leur budget, c'est de corrompre. Mais nous, à la différence avec eux, nous avons l'adhésion des populations. En tout cas, nous travaillons pour. Parce que n'importe où au Congo, où que vous alliez, vous voyez, des gens sont prêts à cette révolution. Il faut les organiser. C'est ce que nous faisons depuis 2019. Et c'est peut-être des erreurs commises par la plupart des mouvements ou des organisations qu'on avait mis sur pied pour combattre ce système. C'est important, M. Perrin. Les populations n'ont pas peur, je le répète, mais elles ne sont pas organisées. Il faut les organiser. Parce que les structures dans lesquelles dans lesquelles elles pouvaient se reconnaître, ces populations, ces structures les ont en partie trahies. Je veux parler ici des partis politiques. Quand vous voyez des partis politiques, soi-disant de l'opposition, qui se contentent de 7 députés, 7 députés, et ils se battent pour en prendre le leadership. En face, ils ont plus de 100 députés. À quoi cela rime-t-il? Est-ce que ces gens-là représentent réellement les populations qui leur ont donné un mandat d'aller les défendre? Et quand vous voyez euh, les syndicalistes, comme j'ai dit, qui passent leur temps à trahir, à casser les grèves, est-ce que vous pensez que les populations ont encore des représentants dignes de ce nom pour agir à leur place? Non.
Donc voilà, Monsieur Perrin, nous travaillons pour que euh, ces populations puissent dépasser l'état dans lequel le système les a mises, parce que comme disait euh, Machiavel, la peur est la forteresse des dictateurs. La peur, avez-vous dit, est la forteresse des dictateurs. Alors, monsieur Londi, je vais revenir sur la représentativité du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, au Congo-Brazzaville. Je vous avais dit 90% de vos membres sont au Congo-Brazzaville et 10% à l'extérieur. Euh, Généralement, il y a parfois des questions qui reviennent souvent, mais comment faire pour adhérer au CRC? Ils sont où? On ne les voit pas, en dehors de ce qu'ils interviennent sur les plateaux télé. Quand on vous pose la question de nous donner des éléments factuels de l'existence physique du Congrès pour la Renaissance du Congo, que répondez-vous? Monsieur Christian Perrin, le CRC fonctionne sous forme d'iceberg. Donc il y a une partie émergée qui communique, comme vous dites, et il y a une partie immergée. Et je crois que vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le Congo, c'est une dictature. Quand je dis dictature, pas de liberté d'expression, pas de liberté de choix. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas exposer tous les réseaux que nous construisons sur le terrain à la répression de ce système. Ça, c'est toute la partie immergée. Et celle-là est protégée par des mécanismes que le CRC a mis en place, tant en termes de communication qu'en termes d'organisation. Nous cloisonnons l'essentiel de nos réseaux parce que nous savons que ce système est prompt à arrêter les gens, à les tuer, et à les torturer et à les emprisonner. Voilà. Donc n'attendez pas que le CRC s'affiche sur le territoire ou affiche son réseau qui travaille d'arrache-pied sur le territoire, affiche en pleine lumière. Ça n'est pas possible. Alors, Monsieur Londi, autant cela est valable et compréhensible, vous venez d'expliquer, le Congo c'est une dictature, question de ne pas exposer vos réseaux au niveau du Congo-Brazzaville, autant cela est, j'ai dit tout à l'heure, normal au niveau du Congo-Brazzaville, mais ceux qui sont à l'extérieur, on les voit rarement. Comment expliquer cela? Est-ce qu'il y a des éléments, comme j'ai dit tout à l'heure, des éléments factuels qui peuvent euh, vraiment exprimer l'existence physique du CRC? Monsieur Christian Perrin, en 2019, quand nous sommes sortis, à notre sortie officielle, dans une salle physique, nous avions invité des personnalités. Les personnalités, il y a du Congo est venu Clément Mirassa, monsieur Clément Mirassa, du Sénégal, le maître Diallo, que tout le monde connaît, puis c'est l'avocat de Kombi Salissa, docteur Greta d'Angleterre, la Grande-Bretagne, pour nous parler des tourbières, celle qui les a découvertes. Nous avons invité des Tunisiens, parce qu'on s'inspire en partie de leur expérience. Nous avons invité des Soudanais qui sont venus témoigner aussi de leur expérience au cours de cette réunion. Donc, M. Christian, c'est pour vous dire que nous avons, et puis il y a eu d'autres réunions par la suite. Mais ce processus a tout simplement été bloqué, comme vous le savez, par le Covid. C'est le Covid qui a fait qu'on ne puisse
pas se réunir dans des salles. Donc, à l'extérieur, rien ne nous empêche effectivement de, de faire des réunions physiques. Mais après, il faut estimer, comment on appelle, l'impact. Nous avons, je dis, le CRC a mis au centre de sa stratégie les outils technologiques. Vous avez dit, nous avons des membres aux États-Unis, même des membres en Asie, des membres en Europe, des membres en Afrique. Nous ne pouvons pas nous amuser à prendre l'avion pour aller aux États-Unis, aller en Asie. Quand on peut le faire, quand la technologie met à notre disposition des outils efficaces. D'ailleurs, c'est ce que le message que je souhaitais passer aux résistants congolais. Quand je parle de résistants, je ne parle pas de l'opposition, mais des résistants. Ils peuvent se réunir, avoir des réunions, sans chercher à aller louer des salles. Parce que les salles, on ne leur donne pas. Mais par contre, ils peuvent s'organiser, faire des réunions. Et donc, le CRC, quand il a été confronté à cette situation due au Covid, on a mis beaucoup plus en avant les outils technologiques qui nous permettent de communiquer, de continuer à construire nos stratégies. Ok, merci. Alors, monsieur Londi, certains pensent que le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, c'est une organisation des anciens lissoulistes qui voudraient venger à la chute de ce dernier. Monsieur Christian Perrin, permettez-moi d'en rigoler un peu. Euh, Celui qui vous parle, sa famille est originaire de Madia. Jusqu'à preuve du contraire, Madia se trouve dans le pôle. Sa famille est de Madia. Et vous avez dit vous-même que j'étais le secrétaire général. Donc, tout ça, c'est des non-dits. Et je vous dis clairement aussi que cette réalité des 12 départements, c'est vraiment une réalité. Donc, ce n'est pas les anciens dissoulistes ou colélistes, ou on a dépassé tout ça. Parce que l'intérêt supérieur, c'est de libérer ce pays, de provoquer cette révolution du fleuve. Oui, mais monsieur Londi, est-ce que de manière concrète, vous pouvez nous dire, par exemple, en dehors de vous, puisque vous dites, vous êtes de Badia, en dehors de vous, là c'est la partie sud du Congo-Brazzaville, est-ce que vous pouvez nous donner quelques autres exemples des responsables du CRC, bien sûr, mais qui seraient des autres départements, par exemple la partie septentrionale du Congo-Brazzaville? Question de nous rassurer que finalement, c'est tout le Congo qui constitue le CRC, bien sûr. Oui, monsieur Christian Perrin, ça c'est une question. Effectivement, on ne peut pas exposer une stratégie sans donner quelques détails. Au CRC, j'en profite d'ailleurs pour informer, nous sommes organisés en commission. On y reviendra tout à l'heure pour donner un peu plus de détails sur le point. On a une commission stratégique. Quand on a conçu cette commission stratégique, le président de cette commission est de la partie septentrionale. C'est une commission importante, puisqu'elle travaille sur les stratégies. Donc, contrairement au bruit que vous entendez, pour nous, c'est une réalité d'être dans les 12 départements. Sinon, on va retomber dans les erreurs du passé. Or, le CRC est là aussi pour analyser les 60 ans, plus de 60 ans d'ailleurs, de l'histoire de ce pays. Il y a eu des erreurs, on peut repartir même avant 59, il y a eu des erreurs, il y a eu des guerres fratricides, il y a eu de l'instrumentalisation du tribalisme pour durer au pouvoir. Donc, ayant pris conscience de tout ça, nous avons
mis au cœur de notre stratégie le dépassement permanent du tribalisme ou du régionalisme. Parlons donc du Congrès pour la Renaissance du Congo. Comment est-il structuré? Le Congrès pour la Renaissance du Congo est structuré en commissions qui travaillent toutes les semaines depuis 2019. Il y a une commission mobilisation, puisque je vous ai dit, on ne peut mobiliser que des populations que l'on a organisées. Donc cette commission est en relation directe avec nos réseaux qui sont sur le territoire. Il y a une commission qui s'occupe, vous l'avez dit, de nos compatriotes qui sont dans les forces publiques, dans la force publique. Parce que c'est des citoyens comme les autres. Parce qu'ils subissent, beaucoup d'entre eux subissent les mêmes injustices. Donc cette commission travaille à structurer les forces publiques. Et donc, on retombe sur votre question, quand vous m'avez demandé au Mali, il y a eu les populations et les militaires sont venus après. Donc, c'est les deux pieds. Pourquoi? Les leçons qu'on a tirées, pour avoir les deux pieds, je vous ai dit qu'il est plus facile de communiquer quand ce sont les populations qui se soulèvent pour réclamer leur tue que des militaires qui vont faire un coup d'État sur le plan international. Parce que, comme j'ai dit, le souverain primaire, c'est le peuple. Nous avons une commission, comme partout ailleurs, finances, qui travaille sur les finances. Nous avons une commission logistique qui travaille sur ce qui est logistique. Nous avons une commission diplomatique qui travaille sur la diplomatie. Parce que le Congo ne vit pas en autarcie. Donc il faut avoir une dimension diplomatique qui est très importante. Et vous le constatez dans ce qui se passe au Mali, par exemple. Donc on a une commission diplomatique. On a une commission aux relations publiques. Il faut savoir créer des réseaux aussi à l'extérieur. Ces réseaux, nous en avons besoin. Et nous avons, à côté de toute cette organisation, nous avons ce qu'on appelle un collège études et perspectives. C'est quoi le collège études et perspectives? Le CEP. C'est un think tank du CERC qui prépare la transition dans tous les domaines. Et la particularité de ce think tank, c'est qu'il abrite des compétences venues de tous horizons, je dirais même de tout pays. Ce qui compte, c'est les compétences. Si un Camerounais a des compétences dans le domaine économique, il nous rejoint. Si un Malien a des compétences dans le domaine de la défense, il nous rejoint au sein de ce think tank pour préparer le projet de demain. Et je dis les choses les plus sérieuses, comment vont commencer à J+1. Ok, vous avez chassé le système, vous l'avez mis à l'extérieur, mais qu'allez-vous proposer? Que mettez-vous à la place? Vous n'allez pas laisser le vide. Et ce CEP donc est composé, comme j'ai dit, de pôles, des pôles qui travaillent. Il y a le pôle politique, il y a le pôle économie, il y a le pôle santé, il y a le pôle éducation, il y a le pôle défense et le pôle nouvelles technologies. Et tout ce monde-là travaille toutes les semaines. Puisque vous voulez rallier tous les Congolais à la cause que vous défendez, les Congolais se posent aussi la question de savoir, écoutez, nous voulons adhérer au CRC et comment ça se passe? Le CRC, comme j'ai dit, fonctionne en iceberg pour des questions de sécurité. Les adhésions se font par parrainage.
Vous voulez adhérer au CRC, vous devez être parrainé. Et ce parrainage obéit à un outil que nous avons mis en place. L'outil, c'est TAS. T pour tribalisme. Si quelqu'un arrive avec des idées, avec l'idéologie tribaliste, c'est clair. Il n'entre pas au CRC. Le A, c'est pour l'argent facile, comme ceux qui sont là actuellement au pouvoir, qui vont puiser dans les caisses d'État. Ils n'en connaissent même pas la valeur, puisqu'ils n'en ont jamais eu, ils n'en ont jamais eu avant. Ils arrivent comme Ali Baba et les 40 voleurs, hein, une caverne. Ils se mettent à tout piquer. Ils puissent, ils mettent la main, ils prennent, ils mettent dans leur poche, sans vergogne. Donc le A, c'est le A. Le C, c'est contrainte. Des gens qui aiment la vie facile, à gauche, à droite, boire. Voilà. Parce que ceux-là peuvent trahir facilement. Et le E, c'est l'ego. Quand on a un super ego, on ne peut pas fonctionner euh, efficacement dans un groupe. C'est l'outil TAS. Donc, si la personne que vous parrainez obéit au moins à cet outil, aux critères de cet outil que je viens d'exposer, vous pouvez le parrainer. Et en le parrainant, il arrive au CRC où il est accueilli, on lui présente le CRC, euh, les aspects juridiques, les aspects organisationnels, ainsi de suite. Et à ce moment-là, il devient membre à part entière du CRC. Alors, vous savez, Monsieur Lodi, vous savez également que bah, il y a souvent un proverbe qui dit, ou une citation hein, qui dit le tigre ne proclame jamais sa tigritude. Et d'aucuns vous diront, mais alors, s'ils sont en train d'organiser une insurrection populaire, pourquoi ils en parlent tous les temps à la télé? Pourquoi ils tentent déjà, comme qui dirait, ils tendent déjà la perche à l'adversaire, sinon à l'ennemi? Pourquoi ne s'organiserait-il pas discrètement et puis bon voilà le jour est arrivé et puis hop tout le monde constate voilà l'événement et puis c'est parti. Pourquoi est-ce que vous en parlez dans les médias? Pourquoi? Monsieur Christian Une Perrin, stratégie déjà dévoilée au public, vous pensez que cela peut marcher? Monsieur Christian Perrin, comment voulez-vous mobiliser, comment voulez-vous provoquer l'adhésion des personnes à votre stratégie si vous ne communiquez pas? Donnez-moi peut-être, vous connaissez une recette. Euh, Oui, mais une communication, comme qui dirait sous-marine, peut marcher, la, c'est-à-dire la, euh, la communication sous-marine, c'est pour cela que nous avons effectivement adopté aussi une communication iceberg. Nous communiquons sur des éléments qui peuvent être su, connus. C'est la partie émergée. Et nous ne communiquerons jamais sur la partie émergée. Donc ce que nous disons, c'est pour informer nos concitoyens qu'il y a une force qui s'organise pour désintégrer ce système. On les informe, mais on ne va pas dévoiler nos stratégies. Jamais aucun membre du CRC n'ira dévoiler la stratégie opérationnelle. Mais par contre, nous pouvons communiquer. Je vous ai donné un exemple. Les Alliés, avant de débarquer, ils étaient à Londres. Ils ont communiqué, ils ont dit que nous sommes à Londres, nous allons débarquer en France. Ils ont dit, clairement, nous allons débarquer. Et ça a eu quoi comme effet? L'effet que ça a eu, c'est que Hitler s'est mis à bouger dans tous les sens, à mobiliser, à masser des troupes. Donc ça a provoqué une effervescence au sein des troupes hitlériennes. Donc communiquer, il y a communiquer et communiquer. Excusez-moi de un peu cette expression. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas.
mais il faut communiquer. C'est inéluctable. Sinon, quand vous cherchez à mobiliser sur le territoire, ben, les gens ne comprendront pas. Parce qu'il y a 3 niveaux, M. Perrin. Il y a le premier niveau, effectivement, le groupe le plus actif de l'avant-garde. C'est nos réseaux qui manifestent. Puis après, il y a les populations qui doivent suivre. Et après, effectivement, l'autre pied dont vous avez parlé. Donc, il faut que ce message-là passe. Nous devons nous adresser à nos compatriotes. Nous avons des choses à leur dire. Nous avons des messages à leur faire passer. Donc, Monsieur Christian Perrin, nous communiquons selon la stratégie d'iceberg. Émerger, on dit. Immerger, on dit jamais. Mais nous devons communiquer. Alors donc, si j'ai bien compris, Monsieur Londy, vous restez donc catégorique sur votre objectif, c'est-à-dire c'est l'insurrection populaire ou rien d'autre. Et cela veut aussi dire que même un dialogue à l'extérieur du Congo, par exemple, ne vous tente pas du tout, c'est-à-dire là où au moins la sécurité de chacun est garantie devant les institutions internationales. Ça aussi, ça ne passe pas avec le CRC. Vous ne voudriez pas dialoguer avec ce système ou ce régime. Le régime de Brazzaville, bien sûr, incarné par Denis Sassou Nguesso, plus jamais un dialogue avec ce régime. Parce que je le dis simplement, il y a quelques jours, on a dépêché, je crois, Jean-Dominique Okemba qui est arrivé à Paris et qui a commencé à consulter certains opposants, s'il faut les appeler comme ça, ou des résistants. Probablement qu'à ce moment-là, on pouvait par exemple proposer à ce monsieur pour lui dire, écoutez, bah, OK, si c'est le cas, faisons donc une table ronde à l'extérieur où toute la sécurité, ou comme qui dirait, la sécurité de chacun est garantie, et puis un peu la fiabilité, la crédibilité des résultats ou des résolutions de ce dialogue seront garanties. Permettez-moi, Monsieur Christian Perrin, de ne pas parler de ce qu'on appelle l'écume des jours. Un, un responsable qui quitte le Congo, 6600 km, je crois, pour venir parler à une cinquantaine de personnes parce qu'elles pensent qu'il faut à tout prix leur parler. C'est un aveu de faiblesse que tout le monde peut comprendre. C'est un aveu de faiblesse. Et en plus, je suis en France depuis un certain temps. La vraie opposition ne se trouve pas au niveau des activistes. La vraie opposition travaille sur le plan diplomatique. La vraie opposition travaille sur le plan politique avec des associations, des organisations. C'est ça la vraie opposition. C'est pas parce qu'on ouvre son ordinateur, on crie, on lance des slogans qu'on est réellement des opposants. Et puis, M. Christian Perrin, vous l'avez dit vous-même, nous sommes le CRC aidant sur tous les continents. Paris n'est ni l'alpha ni l'oméga de la lutte. Et parmi ces gens-là, j'ai vu quelques photos, mais je ne vais vraiment pas, je n'en dirai pas plus. Comme qui dirait, il faut toujours prendre les choses du bon côté. Est-ce qu'il n'y a pas un côté qu'on pouvait, par exemple, exploiter, c'est-à-dire, puisqu'ils ont, j'allais dire, ils ont tendu la perche, pourquoi ne pas à ce moment-là leur dire, OK, puisque c'est comme ça, voilà, nous vous posons telle condition, venez, on va dialoguer à l'extérieur, mais avec telle autre garantie. Quitte à leur dire, on ne veut pas voir, par exemple, Denis Sassou Nguesso, parce que celui-là, on ne fait plus confiance à ce monsieur, et vous leur posez des conditions. Euh, tout ça, pour vous, ça ne peut plus passer. Il faut nécessairement aller à une insurrection populaire, c'est ça. Le seul souverain primaire, Monsieur Christian Perrin, c'est le peuple.
nous avons tous vu que ce peuple a vécu plus de 25 ans dans des conditions déplorables. Et je vous ai encore dit, le jour où ces populations, d'ailleurs je ne parle du peuple, c'est le jour où ces populations auront des vrais représentants. À ce moment-là, ceux-là pourront aller se réunir parce qu'ils auront délégation de population pour parler et discuter. Jusqu'à preuve du contraire, on a essayé. On a essayé pendant 25 ans. Ça n'a pas marché. Et comme vous le savez, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Monsieur David Longhi, je rappelle que vous êtes secrétaire général du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, qui est une structure politique. Cela sous-entend que vous suivez également l'actualité géopolitique et géostratégique en Afrique, avec les bouleversements qu'il y a depuis un certain temps. Je fais allusion à ces mouvements de changement de régime. Je pense au Mali, je pense à la RCA. Ah ben, là-bas, on n'a pas peut-être changé de régime, mais on sait qu'il y a un bouleversement politique et stratégique. Il y a le Burkina Faso dernièrement, la Guinée-Conakry aussi. Voilà. Alors, quelle lecture le CRC fait-il de ces événements qui semblent bouleverser la donne, comme je l'ai dit, géostratégique et géopolitique du continent africain? Le CRC, dans ses statuts, il y a la dimension panafricaine. Dans les statuts du CRC, il y a la dimension panafricaine. Parce qu'il est évident que l'Afrique, telle qu'elle est organisée actuellement, est inaudible sur le plan international. Donc, elle doit travailler à constituer des ensembles, idéalement un grand ensemble, en incluant aussi nos enfants qui sont à de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le CRC, comme j'ai dit, a placé au centre de ses préoccupations ce côté panafricain. Parce que, je crois que je l'ai dit, je ne sais pas, je l'ai dit, quand la France se lance dans la colonisation en 1870, c'était pour un objectif précis, reconquérir son rang politique, économique et diplomatique après avoir perdu la guerre de 1870 contre les Allemands, l'Alsace et la Lorraine, ainsi de suite. Donc, ces pays-là, ce pays, tant que l'Afrique francophone, dans le cadre en ce qui concerne la France, ne va pas s'organiser, nous nous retrouverons toujours dans la logique de réservoirs de matières premières qui permettent à ces puissances étrangères de maintenir leurs équilibres macroéconomiques, leurs équilibres diplomatiques. Et je dois faire un petit rappel. Au moment des indépendances, De Gaulle avait proposé une fédération, l'État fédéral étant la France métropolitaine. Et les États fédérés, les nations, et plutôt les pays colonisés, les anciennes colonies. Nous savons très bien, nous savons qu'on marche une fédération. L'État fédéral garde les pouvoirs les plus importants pour diriger, puis c'est fédéral. Donc la monnaie, la diplomatie et la défense. Et on a vu comment la France avait installé des bases dans les différents pays africains, dans certains pays africains. On a vu comment la France a maintenu le CFA. C'était la monnaie, la monnaie. Sur le plan diplomatique, c'est la même chose. C'est la voix de la France qui parle pour toutes ces anciennes colonies, en tout cas au niveau des grandes décisions. Dans cette
attelage, on ne peut pas se développer, ni même s'émanciper. Donc, à un moment donné, ces problèmes du panafricanisme doivent être placés au cœur de toutes nos stratégies. Et là, l'Afrique de l'Ouest bouge, l'Afrique centrale est encore enserrée dans des camisoles de force imposées par les différentes dictatures qui sévissent dans cette partie d'Afrique. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à dépasser tous ces clivages qui nous ont été imposés pour aller vers un ensemble plus uni, plus, qui peut prendre des décisions bien plus importantes que d'être comme ça des morceaux de territoire qui n'ont aucune autorité. On le voit là actuellement dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Nous voyons que l'Afrique est absente. Donc voilà, donc pour le CRC, c'est un élément important. De tout ce qui se passe en Afrique, quelle interprétation faites-vous de ces événements? Est-ce que c'est comme on peut l'entendre sur les médias français, plus particulièrement, une campagne de désinformation contre la France, ou bien c'est plutôt la conséquence d'un passif, par exemple, de la politique française en Afrique? Je pense que la bonne question que la France devrait se poser, c'est pourquoi le terreau est favorable aux autres forces qui arrivent sur le continent. Pourquoi ces forces trouvent un écho sur le territoire? C'est la question majeure qu'elle devrait se poser. Au lieu d'accuser les autres de venir faire une propagande sur le territoire, la France doit faire son introspection, regarder toutes ses politiques, toute sa conduite et cette infantilisation permanente des Africains. Devrait regarder ça, analyser ça et peut-être se tourner vers un discours beaucoup plus conséquent. Je dis beaucoup plus conséquent parce que ce qu'il faut dire, c'est que les discours de Macron sont essentiellement tournés vers ses opinions nationales, son opinion nationale. Quand il dit ça, c'est pour rassurer son opinion nationale. Mais il ne parle pas vraiment aux Africains, alors qu'il devrait parler aux Africains. Il devrait parler aux Africains, notamment justifier le deux poids, deux mesures qu'il y a entre, par exemple, le Tchad et le Mali. Tout ça, les Africains voient, les Africains analysent, les Africains regardent. Et je vais te dire, quand des populations se battent pour leur liberté, quand enfin ils ont une ouverture d'instaurer la démocratie, je parle ici du cas du Congo en 92, quand après on vous amène toute une armée étrangère qui vient briser tous les espoirs de démocratisation pour instaurer une dictature sanguinaire, comment voulez-vous que les Africains interprètent tous ces gestes? Donc, il ne faut pas inverser les rôles. Le premier responsable dans cette situation, c'est bien la France, avec sa politique dans ces pays-là. Nous allons donc terminer notre émission avec cette dernière question. C'est la crise à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, où de plus en plus le Congo-Brazzaville, donc le Congo voisin,
est cité. Je vais donc rappeler que il y a bien quelques mois, le Congo a passé des accords de coopération avec le Rwanda, des accords qui, entre autres, portaient sur la vente de 12 000 hectares des terres arables du Congo au Rwanda, mais il y a eu également des accords de défense entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Mais il se trouve que le Rwanda est en froid avec la RDC et certains articles citent des éléments rwandais, il faut le dire comme ça, qui passeraient par la RCA et qui se retrouvent en RDC en passant par des territoires non loin des frontières, du long de la frontière entre le Congo-Brazzaville et la RCA. En fait, je voulais dire que de plus en plus, le Congo-Brazzaville est pointé du doigt dans cette crise. Et pas plus tard que hier, je suivais aussi une image, une vidéo qu'on m'a envoyée, où sur des îlots de l'île Mbamou, je ne sais pas si c'est au niveau de la RDC, où on a descendu carrément le drapeau de la République du Congo, Brazzaville, donc le Congo-Brazzaville, pour remplacer le drapeau de la RDC. Bref, je voulais votre analyse, ce que vous pensez évidemment de l'implication de plus en plus du Congo-Brazzaville ou de ce que l'on citerait de plus en plus le Congo-Brazzaville dans cette crise qui oppose le Rwanda à la RDC. Je crois que c'est l'occasion de revenir sur un certain nombre de problèmes. Nous avions appris il y a quelques mois que le Congo avait passé des accords avec le Rwanda pour l'achat des terres arabes. Or, nous savons et maintenant avec les éléments dont nous disposons, j'ai suivi l'excellente émission de M. Kerwin Maïzo sur votre chaîne. Nous savons très bien que ce ne sont pas vraiment des agriculteurs qui s'installent dans ces zones-là. Ça, nous le savons. Il avait bien expliqué, il a argumenté. Donc, il n'y a pas de débat, de discussion là-dessus. Et nous savons que ce même Rwanda instrumentalise la rébellion à l'est de la RDC. Nous savons que ce même Rwanda a eu à acquérir aussi des terres du côté de la RCA. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et j'ai eu des réponses avec M. Kerwin Maïzo, d'ailleurs je recommande à celles et ceux qui suivent TLR TV d'aller regarder cette émission qui est très riche. La question qu'il faut se poser, comment tout, pourquoi? Pourquoi toute cette hyperactivité? Les réponses données, c'est que c'est pour déstabiliser la RDC. Mais cela implique quoi quand on regarde dans la sous-région? Nous avons un acteur important, M. Sassou Nguesso, qui danse sur deux pieds, qui ne sait même pas sur lequel il doit se tenir en équilibre. Il dandine, il passe d'un pied à l'autre, d'un pied sur l'autre. Donc, qui est au centre de toute cette organisation, avec la complicité, peut-être croyant qu'il sera protégé par ces puissances, puisqu'on l'a vu se tourner vers les Turcs, vers les Russes, vers les Chinois et en même temps vers la France et pour jouer sur deux tableaux. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il est le facteur. Puis on a vu dernièrement aussi les milliards qui sont passés par la frontière du Gabon. C'est un jeu dangereux de déstabilisation qui peut aboutir à ce que toute cette partie-là se fracasse, arrive à une guerre. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est encore un argument supplémentaire pour pousser
ce monsieur vers la porte de sortie. Et donc, moi, je dis, monsieur Christian Perrin, pendant que tous les ensembles, pendant que le monde discute autour des problèmes géostratégiques de réorganisation, il y a encore des dirigeants qui la jouent solo, parce que croyant qu'ils vont se maintenir comme ça au pouvoir, en aidant à gauche, en donnant un coup de main à gauche, un coup de main à droite, ils croient qu'il va se maintenir comme ça au pouvoir. Mais non, il se fragilise. Il n'a qu'à se rappeler, monsieur Christian Perrin, je dis ceci, de Ngouabi. C'est quand il a commencé à jouer sur les deux pieds qu'il s'est fragilisé. D'un côté les Français, de l'autre les Soviétiques. Et on sait comment il a terminé. D'ailleurs, d'aucuns diraient que c'est M. Sassou Nguesso qui serait l'assassin. Bien, merci, monsieur David Landy, d'avoir répondu à nos questions, mais une toute dernière, et elle est facultative. La toute dernière question, je disais, elle est facultative. Quel sentiment cela vous fait? Sinon, quel message passerez-vous aux Congolais, à l'armée congolaise, à la police, disons, à la gendarmerie, aux enseignants, à tout ce monde, aux médecins, qui sais-je encore, les douaniers et autres? Lorsque vous vous rendez compte que finalement, Denis Sassou Nguesso, au soir, bien sûr, de son pouvoir, est en train de jouer avec le feu, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, les activités qui pourront finalement être contre-productives contre le Congo. Le conseil que je pourrais donner, si je peux me le permettre, mais en tant que combattant, Un appel peut-être. en tant que combattant militant, oui. Premièrement, je crois que le moment est venu et tout le monde constate que ce système est dangereux pour le Congo, pour la sous-région et je dirais même pour l'Afrique. Donc le moment est venu que toutes ces forces vivent, nos amis qui sont nos amis les militaires, qui subissent les mêmes injustices, à part un petit clan, nos amis les policiers, dont le rôle principal est de protéger les populations et non d'être au service d'un petit groupe, nos amis les syndicalistes qui jouent, qui sont corrompus par le système pour casser tout mouvement social. Le message principal que j'adresse à, toutes, à tous ces compatriotes, à tous ces compatriotes, c'est unissons-nous pour la révolution du fleuve. Nous organisons sur le territoire des compatriotes, des combattants qui vont mettre en œuvre cette révolution. Mais il faut renforcer ces réseaux. Et des moyens existent pour pouvoir y avoir accès, même si on a mis des barrières, mais il est possible de pouvoir joindre ces réseaux et travailler dans le sens du CRC pour désintégrer ce système. Je dirais, puisque vous m'en donnez l'occasion, aussi le message. Le système a mis en place une forme de pyramide. Le système ne tient en place que par la collaboration de toutes les couches sociales. Si cette collaboration de toutes ces couches-là cesse, le système se fragilise. Cette collaboration commence par les petits indicateurs du quartier, les chefs de quartier, qui sont en fait pas forcément, qui ne sont d'ailleurs pas élus, qui sont nommés par décret présidentiel, mais qui doivent remonter, qui sont les yeux et les oreilles du pouvoir au niveau des quartiers, les maires qui sont nommés au lieu d'être élus, alors que c'est le premier maillon de la démocratie, alors que la conférence nationale avait rétabli l'élection des maires au suffrage universel, ils sont revenus au système
du monopartisme, ça ne m'étonne pas. Donc les maires sont nommés. Aux députés qui font semblant de défendre les populations alors qu'ils se battent pour cette députés avoir quelques, euh, pour avoir de l'argent, ils se battent pour l'argent, ils négligent complètement les souffrances des populations. À nos amis les militaires qui sont là malgré eux, qui subissent, mais parmi eux il y a des intègres, beaucoup, la majorité d'ailleurs, qui ne trouvent pas le moyen de s'exprimer, mais que tout ce monde-là cesse leur collaboration. Et surtout, j'ai oublié, les fameux consultants extérieurs, les Jean-Yves Olivier, tous ceux qui sont allés à Oyo, hein, les Strauss-Kahn, les Rachida Dati, tout ce monde-là euh, qui contribue à maintenir ce système, les Soudans, doivent savoir que le moment venu, ils auront des comptes à rendre. Poussons-les à cesser leur collaboration pour que les populations puissent accéder aux droits fondamentaux auxquels ils aspirent. Merci, Monsieur David Londi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes aimables. Comment ne pas vous dire merci pour nous avoir encore accordé votre attention, mais surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette émission pour nous aider à améliorer notre référencement. Pensez également à vous abonner pour ne plus rien manquer de Teler TV. On se dit au revoir et à très bientôt. Mais d'ici là, comme j'aime à le dire, prenez vraiment soin de vous. Merci.